Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cet énième échec de cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. L'arrêt des combats avait été décidé à Luanda ce week-end. Il devait entrer en vigueur ce mardi à midi. Mais les affrontements se sont poursuivis. Nous ferons le point à Kinshasa avec notre correspondante. Et nous serons en direct avec Patrick Mouyaya, ministre et porte-parole du gouvernement. Il n'aura même pas tenu une heure le nouveau cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. Il avait été décidé ce week-end à Luanda, en Angola, et devait entrer en vigueur ce mardi midi. Mais les tirs et les combats se sont poursuivis entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Ils se renvoient tous deux la responsabilité de l'échec de l'arrêt des combats. Les détails d'Aurélie Bazara-Kibangula. Sur le terrain, les affrontements se sont poursuivis entre le M23 et l'armée congolaise. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole de l'armée du Nord Kivu dans un communiqué diffusé en milieu d'après-midi. Alors des affrontements d'abord sur le front sud. Des habitants de Saké nous ont expliqué avoir entendu des tirs d'armes lourdes aux alentours de Karumba, une localité proche de Saké. Ces tirs se seraient arrêtés vers 13h et Karumba serait passé sous le contrôle du M23 selon une source sécuritaire. Sur le front nord, le M23 serait resté à l'offensive sur plusieurs villages et positions militaires jusqu'en milieu d'après-midi. Le M23 a pourtant annoncé dans un communiqué un cessez-le-feu effectif à partir de midi. Laurence Kanyuka, l'un des porte-paroles du M23, nous a affirmé qu'ils ne font que répondre aux offensives des forces armées congolaises pour se protéger. L'armée congolaise, elle soutient aussi se défendre contre les offensives du M23. En début de soirée, une accalmie a été observée sur tous les fronts, selon plusieurs sources locales que nous avons contactées. Et pour en parler, nous sommes en direct de Kinshasa avec Patrick Mouyaya, ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement. Bonsoir monsieur. C'est le troisième cessez-le-feu qui échoue dans la région depuis novembre. Qu'avez-vous à dire aux populations fatiguées de ces combats et à qui on promet depuis plus de 20 ans la paix sans résultat? Écoutez, aux populations, d'abord, nous disons notre solidarité et notre engagement sans faille derrière le président de la République pour amener la paix dans cette partie du territoire national. Nous n'avons pas été émus outre mesure par l'annonce du cessez-le-feu parce que c'est un peu coutumier de voir qu'on fait des annonces. Mais cette fois-ci, nous pensons qu'après le passage du président Macron consécutivement aux réunions que nous avions eues à Addis Abeba, il y a eu un engagement plus ferme de chef d'État. C'est ce qui a justifié, par exemple, que le président Lorenzo a reçu les commandements du M23 pour leur notifier la décision qui a été prise. Attendons voir dans les jours qui viennent. Mais de toute façon, pour nous, c'est les cessez-le-feu, le retrait, le cantonnement et puis le programme de désarmement et de réinsertion. C'est cela le plan et nous y tenons. Alors on a évoqué hier l'arrivée des forces burundaises sur le terrain. Il y a depuis novembre des militaires kenyans dans le cadre de la force régionale est-africaine. On a vu que leur marge de manœuvre était assez limitée. Êtes-vous en négociation avec ces forces pour qu'elles soient plus offensives ? La question n'est pas d'être en négociation avec des forces qui ont un mandat clair, qui ont un mandat offensif. La réunion des chefs d'État qui a eu lieu en marge du sommet de l'Union africaine a été précédée par une réunion des chefs d'État-major général de toutes les armées. Ils ont fait un plan opérationnel et c'est dans le cadre de ces plans que les forces burundaises sont arrivées et vont se déployer. L'idée ici, c'est de donner une ultime chance à la paix. C'est pour ça que spécialement, cette fois-ci, c'est le président Lorenzo lui-même qui s'est porté garant pour s'assurer que les messages parviennent aux terroristes du M23. Mais pour l'heure, il faut regarder dans les jours qui viennent si cela sera respecté ou pas. Mais de toute évidence, la force régionale se déploie pour faire ce qui est dans le cadre de son mandat. Alors, on accuse ces derniers mois régulièrement les forces armées de la République démocratique du Congo de fermer les yeux sur l'implication de certains groupes armés comme les Maï-Maï dans leur combat contre le M23 et même de s'en servir comme des supplétifs. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations ? Oui, mais ça, c'est les discours mensongers que propage Kigali de manière régulière pour jeter les discrédits sur nos forces armées. Mais nous travaillons quotidiennement à débarrasser le Rwanda de ses faux prétextes. Hier, on parlait des FDLR, on a parlé d'un pseudo-génocide en cours en République démocratique du Congo. Maintenant, on veut inventer des accusations pour discréditer notre... L'armée congolaise combat tous les groupes armés sur le terrain ou uniquement le M23 ? Écoutez, il y a une menace principale qui est celle du M23 apportée par le Rwanda.
qui perturbe tous les plans. Il faut rappeler ici que tous les groupes armés opérant en République démocratique du Congo ont à 3 reprises travaillé avec le président Uhuru Kenyatta qui a été désigné comme médiateur et tous ont accepté les principes du dépôt des armes. Le seul groupe réfractaire à ces processus, c'est le M23 et c'est le M23 qui sème la terreur aujourd'hui dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ici, nous tenons au retour de la paix dans ces 10 parties du pays et ce souci a été partagé par tous les chefs d'État de la région, notamment le président Macron qui a dit que cette fois-ci, si le plan n'était pas respecté, la France prenait des sanctions. Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers des sanctions, notamment sur le Rwanda, par exemple? En tout cas, le président Macron l'a dit à Kinshasa, et à Kinshasa, nous attendons de le prendre au mot. Nous croyons tous à l'aboutissement du processus. Nous espérons que cela va se tenir. Dans l'hypothèse où cela ne se tient pas, les respects n'est pas assuré, le président Macron lui-même apparaît des sanctions et nous attendons de voir en ce moment-là quelle décision il prendra pour être sûr qu'il a lui aussi contribué aux efforts en cours dans la région pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Alors le gouvernement avait parlé de refonte de l'armée et de formation de nouvelles recrues. Où est-ce que ça en est? C'est un programme en cours. Nous avons enregistré au moins 10 à 15 000 recrues. Mais vous savez, une armée ne se forme pas en un clic. C'est un processus qui durera 6 ou 9 mois. Mais nous sommes engagés à assurer la réforme de nos forces armées. Il y a une loi de programmation militaire inédite qui a été adoptée. Il y a des vagues de formation qui sont en cours. Les jeunes Congolais ont plutôt massivement et favorablement répondu à l'appel du président de la République. Nous nous y tenons et nous espérons que notre objectif sera atteint dans les prochains mois et que d'autres jeunes se mobiliseront davantage pour venir à la défense de la patrie. Donc dans les prochains mois, on pourra avoir des nouvelles recrues sur le terrain dans l'Est du pays? Les moments venus, ils se sont enrôlés dans l'armée pour défendre les territoires nationaux. Si les circonstances, les conditions l'exigent, c'est le travail qu'ils feront. Alors Patrick Muyaya, lors de la conférence de presse commune entre Emmanuel Macron et le président Tshisekedi, le président congolais a donc émis la possibilité d'un report du scrutin en raison de la crise et la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Au vu des échecs des cessez-le-feu, est-ce que cette option est fortement envisagée? Les élections se tiendront-elles par exemple, en 2024 au lieu de 2023? Écoutez, l'engagement du président de la République pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels est resté très ferme. Mais aujourd'hui, le président de la République, en les disant, il lance une alerte parce qu'il y a 500 000 compatriotes qui ne sont pas dans leur logis. Le processus d'enrôlement est compliqué. Et depuis le mois de juillet de l'année dernière que nous avons commencé les processus de discussion avec le Rwanda autour du M23, la situation sur le terrain ne s'améliore pas parce que le Rwanda ne tient pas ses engagements. Et donc, le président de la République a raison de tirer cette sonnette d'alarme pour que la France, pour que les États-Unis, pour que tous nos partenaires qui nous regardent sur ce point commun, d'ailleurs, valeur partagée de la tenue des élections pour la consolidation de la démocratie, puissent utiliser les moyens à leur disposition, pourquoi pas les sanctions, pour contraindre le Rwanda à stopper les soutiens M23 et à permettre les déroulements dans la quiétude du processus électoral. Toujours dans cette conférence de presse, le président de la République a été très précis en disant au président Macron que le soutien qui doit arriver doit être un soutien qui doit permettre aux compatriotes de rentrer dans leurs domiciles respectifs parce que nous tenons à faire ces élections dans les délais. C'est une alerte qui a été lancée. Nous espérons que toutes les grandes puissances s'impliqueront davantage pour nous assurer que ces processus tiennent dans les délais suivant le calendrier prévu par la CENI. Alors visiblement, il n'y a pas que la crise dans l'Est du pays qui pourrait provoquer ce retard. La CENI, justement, a accusé le gouvernement de ne pas mettre les moyens justement financiers pour l'organisation de ce scrutin. Écoutez, le président de la CENI tirait une sonnette d'alarme pour vous dire, et d'ailleurs à ses propos, il a discuté avec son collègue de finances, il ne devrait pas y avoir de problème par rapport au financement des élections. C'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés des trésoreries, mais cela n'empêche à rien la CENI de continuer son travail parce que le gouvernement, suivant le plan des décaissements qui avait été conçu, la CENI reçoit régulièrement des prévisions qui dépassent ses besoins immédiats. Et donc, il tirait la sonnette de l'alarme et le message a été capté. De ces côtés-là, il ne devrait pas y avoir des inquiétudes. Le gouvernement tiendra sa part d'engagement pour que ces élections se tiennent dans les délais prévus.
Alors, si ces élections ne se tiennent pas dans les délais prévus, on peut se permettre de le penser, puisque le président Tshisekedi a lui-même évoqué cette possibilité. Ne craignez-vous pas finalement que cela donne raison au président rwandais, à Paul Kagame, qui ne cesse de répéter que la feuille de route du président Tshisekedi est de laisser pourrir la situation pour justement reporter le scrutin? Le président rwandais est très mal placé pour parler d'élections ou des démocraties parce que dans son pays, il n'en existe pas. Il est élu à plus de 90%. Je ne pense pas que ce soit le sujet favori qu'il devrait aborder publiquement. Aujourd'hui, il est clair que la menace, je vous l'ai dit tout à l'heure et vous pouvez vérifier, vous avez parlé des 3 cessez-le-feu non respectés. Tous savons, et les Américains l'ont dit dans leur dernier communiqué, que le Rwanda devait retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Ce qui complexifie la situation, c'est la situation sécuritaire. Nous évoquons le sujet parce que nous pensons que c'est une situation qui doit se terminer pour permettre des élections de qualité et inclusives. N'oubliez pas que pour les élections qui viennent, même les compatriotes qui sont en France, en Belgique et dans d'autres pays en Occident voteront. Nous tenons à l'inclusivité des élections et nous avons le droit d'alerter la communauté internationale pour que les efforts se multiplient et que ces élections se tiennent dans les délais et dans les conditions d'équité comme cela était prévu. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas nous regarder comme sous les prismes qu'on avait dans le passé pour aller négocier sur les délais électoraux. Aujourd'hui, il y a un problème clair de sécurité qu'il faut fixer pour éviter que cela n'ait une incidence sur les électeurs. Dernière question, quelles sont vos relations avec le Rwanda? On note qu'il y a de nombreuses accusations, que les tensions sont là, mais est-ce que le président Tshisekedi parle toujours au président Kagame? Écoutez, le président Tshisekedi, la République démocratique du Congo comme le Rwanda, nous appartenons à des structures, notamment l'EAC ou l'Union africaine. Dans ces cadres, il y a des discussions qui se tiennent, mais il n'y a pas de discussions bilatérales avec le Rwanda parce que nous travaillons sur une feuille de route faite à Luanda qui suppose que le Rwanda doit cesser de soutenir le M23, faire respecter les cessez-le-feu, les retraits, les cantonnements. Ce n'est qu'au terme de ces processus qui permettra notamment à nos compatriotes de rentrer dans leur domicile, qu'on pourra envisager la reprise des discussions avec la partie rwandaise, à condition qu'ils démontrent sur le chemin qu'ils ne veulent plus considérer l'Est de la République démocratique du Congo comme une banque à dévalider chaque fois à travers des proxys, notamment la M23. Merci beaucoup Patrick Mouyaya, ministre congolais de la Communication et porte-parole du gouvernement. Merci d'avoir répondu à nos questions.